Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans le cœur historique d'Albi. La cité épiscopale célèbre cette année le 10e anniversaire de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors je suis montée en haut de la tour de la collégiale Saint-Salvi, car d'ici on a une vue privilégiée sur ce quartier à l'architecture unique et qui n'a quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Jusqu'au XVIIIe siècle, cette tour permettait de veiller sur la cité, le palais épiscopal de la Berbique, nous découvrirons au cours de cette soirée, et sur la cathédrale. Impressionnante, elle domine la grande place d'Albi. Et elle est très différente des cathédrales qu'on construisait à l'époque à Reims ou à Chartres. Elle se distingue par son caractère austère et défensif, mais aussi par le matériau utilisé. On va découvrir tout cela de plus près. Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale de briques au monde en fonction de la lumière. Elle se teinte de rouge ou d'ocre. Alors au Moyen-Âge, cette brique avait supplanté la pierre dans la région car elle avait un double avantage. Elle était fabriquée sur place grâce à de la terre prélevée dans le lit du Tarn qui coule en contrebas. Elle était aussi beaucoup plus facile à travailler que la pierre, ce qui a permis de réduire considérablement la durée du chantier de construction. Cet édifice monumental culmine à 78 mètres de hauteur. Il exprimait la toute-puissance des évêques qui venaient de remporter une victoire écrasante sur les Cathares ici à Albi. Cette cathédrale est fascinante à l'extérieur et elle se révèle d'une exceptionnelle richesse à l'intérieur avec ses voûtes et ses murs entièrement recouverts de fresques. C'est ce que nous allons découvrir avec Isabelle Thomas, Guy Sabin et Mathieu Auville. Ils nous emmènent des Bastides de l'Albigeois jusqu'à Moissac avec ses bâtiments art déco inattendus entre Tarn et Garonne, une terre de bâtisseurs. Il est né sur les pentes du mont Lozère, à près de 1600 mètres d'altitude. Ces eaux ont pris leur force dans la montagne. Elles ont creusé le sol pour mieux se blottir au fond des gorges et des grands causses. La rivière longe des parois rocheuses et traverse la Lozère, puis l'Aveyron, tantôt vive et étroite, tantôt plus large et langoureuse. Jusqu'à ces terres auxquelles elle a donné son nom, le Tarn. C'est Albi qui couronne la vallée du Tarn. Albi, l'autre ville rose. Sur la rive gauche du Tarn, la cathédrale Sainte-Cécile, comme une citadelle qui dominerait ces terres. Ce qui est singulier, c'est qu'on a une forteresse qui est en réalité une cathédrale. Donc ça n'est pas simplement une église, c'est le siège de l'évêque. L'évêque qui est un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir temporel, puisque l'évêque peut rendre la justice dans sa juridiction, il a un réel pouvoir politique. Donc l'édifice, enfin des édifices majeurs, sont souvent des édifices qui ont un sens politique. Ici, il y a presque un message militaire dans la présence de cette cathédrale. Des murs massifs, des fenêtres aussi étroites que des meurtrières et des contreforts comme des tours. Alors que les cathédrales du Nord sont des dentelles de pierre, Sainte-Cécile a des murs de briques pleins, compacts, massifs. Un voyageur non averti y voit d'abord un fort. La porte, là, elle est monumentale, c'est même une porte de château médiéval. Après, le baldaquin, c'est un ouvrage très sculpté, mais on n'y voit pas de signes religieux très forts. Non, les signes religieux à l'extérieur de l'édifice sont très peu présents. Sainte-Cécile est entreprise 40 ans après la croisade contre les Cathares. Les Cathares,
ces hérétiques du Moyen-Âge. Des chrétiens qui refusent le dogme de Rome et prêchent un retour aux sources du christianisme. L'Église croit que le monde est l'œuvre de Dieu. Eux pensent qu'elle est l'œuvre du diable. Leur influence est grande dans la noblesse locale. Les seigneurs d'Occitanie, dont le vicomte d'Albi, se dérobent à l'autorité du roi. En 1208, le légat du pape est tué près d'Arles. Le pontife tient les cathares pour responsables et avec l'appui du roi de France, il appelle à la croisade. La seule croisade jamais conduite en terre catholique. Sous la bannière des croisés s'engagent des centaines de nobles et leurs soldats. Les troupes du Nord prennent Béziers, puis Carcassonne. L'Inquisition instaure une terreur et les bûchers dévorent ces chrétiens condamnés. Après 20 ans de guerre, les cathares sont vaincus et le roi de France étend son domaine jusqu'aux terres du Midi. Au XVIe siècle, l'évêque d'Albi confie l'intérieur de la cathédrale à des peintres italiens. 30 mètres au-dessus des têtes, la voûte déploie son ciel. « 18 500 mètres carrés de fresques, le plus grand décor peint italien de la Renaissance en France. Pierre-Yves Caillot gagne le théâtre de sa prochaine opération, Le Cœur clos, qui a précédé les fresques murales. Un éternel objet d'émerveillement pour l'architecte. Moi, je suis à chaque fois conquis par la qualité de cet ensemble. Ça, c'est un des lieux les plus précieux de la cathédrale. Non pas que son architecture est plus riche qu'ailleurs, mais il est complet. Sainte-Cécile est la seule cathédrale de France à conserver intégralement un chœur clos. Les stalles des chanoines sont encore en place, surmontées par une dentelle de pierre et 70 anges, tous différents. Ces sculptures sont extraordinairement bien faites, extraordinairement parlantes. En plus, elle comporte une polychromie tout à fait remarquable. Et si on regarde avec un petit peu de détail ces sculptures, on a une expression dans les visages, on a une habileté dans les drapés, on a un savoir-faire qu'on retrouve rarement avec autant de présence dans une cathédrale. À l'autre bout de la nef, l'autre merveille de la cathédrale. Le Jugement dernier, le plus grand de France, 300 mètres carrés de salut ou d'enfer. Des promesses qui s'adressent à tout homme qui les regarde. Les péchés capitaux font encourir les peines les plus effrayantes. Un catéchisme sans mots, terriblement efficace. Pierre-Yves Caillot poursuit sa mission, réviser et réaménager tout l'éclairage de la cathédrale jusqu'aux tribunes, interdites au public. C'est vos couloirs de service? Ouais, c'est l'entrée des artistes. À 15 mètres du sol, le chemin offre un panorama spectaculaire. Donc on est presque au chevet. D'ici, on comprend toute l'architecture intérieure de la cathédrale. On a au premier plan le chœur des chanoines, un chœur clos, et en avant de ce chœur clos, le jubé,
Et derrière le jubé, la nef des fidèles, dont on devine la présence. Le jubé, c'est la clôture qui sépare les chanoines des fidèles. Tout comme les chœurs clos, peu ont survécu à la Révolution. Celui d'Albi fait partie des plus grands et des plus beaux encore en place. En travaillant dans les chapelles hautes, Pierre-Yves Caillot a découvert des détails invisibles depuis la nef. Par exemple, on arrive sur un décor assez banal, une espèce de décor de faux marbre, comme ça. Et en même temps, quand on regarde dans le détail, on voit la fantaisie des peintres qui ont amené ici un visage, ici un lièvre. Là-bas, on voit une colombe, là oui, un hibou. On se rend compte qu'on est comme devant une bande dessinée. Et on peut comprendre là que les peintres du XVIe avaient une feuille de route assez libre et ont pu s'exprimer, je pense quelquefois avec un peu d'humour, on peut exprimer une forme de fantaisie. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Dans d'autres décors qui sont beaucoup plus stricts, on voit tout d'un coup une petite fantaisie qui apparaît. Et ça, je trouve ça très amusant. Dans d'autres chapelles hautes, invisibles depuis le sol, certains pensent même que les artistes italiens se seraient représentés, parfois couronnés de lauriers. Nous poursuivons l'ascension avec le chef des chantiers, direction la Charpente. Près de 200 marches mènent d'abord au chemin de ronde qui ceinture le clocher, 36 mètres au-dessus du sol. Quand vous venez, vous prenez un peu de temps quand même pour contempler. Oui, et je trouve que cette boucle du Tarn devant la cathédrale, devant le palais épiscopal, aujourd'hui musée Toulouse-Lautrec, c'est vrai que c'est un bel endroit. Ça rappelle un peu l'Italie, je trouve qu'il y a quelque chose de la Toscane ici. 14, 15. La charpente mesure près de 100 mètres de long. 15 et après... Refaite au XIXe siècle, c'est à elle que doivent s'accrocher les nouveaux lustres. L'éclairage de la cathédrale se prépare aussi ici. Pierre-Yves Caillot tente, dans un premier temps, de se repérer. Donc c'est le quatrième. Vous vérifiez quoi, là ? La position des lustres dans le chœur. Parce que si vous voulez, là j'ai le plan de la charpente. On est dans la charpente. Quand on suspend le lustre, il faut qu'il soit au bon endroit en dessous. Et là, on ne le voit pas en dessous. L'architecte se repère donc aux structures triangulaires. 4. Et c'est la 5e. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Heureusement, des systèmes d'aération d'origine vont permettre une ultime vérification. Vous voyez même le mode de... Donc on est presque au début des stalles, en fait. Oui. C'est ça. C'est ça. Du coup, vous êtes sûr de l'emplacement du lustre ? Je suis sûr de l'emplacement du trou, ça c'est sûr. Ça correspond au plan, oui. Ça correspond au plan. Et ça tombe bien, parce que les lustres sont en train d'arriver. Ils sont conduits avec moult précautions par leur créateur, jusque dans le chœur. C'est à peu près vers là, hein. Pile à l'emplacement déterminé dans la charpente. Oui, c'est ça. C'est juste après la cathédrale. Oui, oui. Voilà. Le père de Cassagnac, le curé de la cathédrale, s'est joint au comité d'accueil. Il y a un petit pompon dessus Il y a... Non, il y a une boule. et une boule. Mais il y a des pompons sur tous les bras Par contre, il y a qui ont des été pompons là. rajoutés. Ah Et- si, oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des lustres déjà dans la cathédrale ? Oui, 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 oui. Ici, ça c'est certain. Dans l'autre partie de la nef également, mais qui sont plus récents. Ce modèle-ci suspend la lumière à une splendide couronne. On va retrouver ça après pendant tout le style Louis XIV. Il y a beaucoup de choses qui seront vraiment très très inspirées de cette couronne. Et là, c'est évident que le lustre est plus ancien. Et là, on est sur une copie, une restitution d'un modèle qui a existé. Et c'est sur la base de ce témoignage qu'on propose aujourd'hui de les remettre en place. 2 lustres de bronze doré de près de 200 kilos. Des dorures qui passent du mat au brillant dans un jeu de reflets étudié.
Le caractère ostentatoire peut surprendre. Et en fait, le lustre est fait pour être très clinquant. Et à la fois, pas un objet plus doré que les dorures de la cathédrale. Donc il y a un juste milieu à avoir. Les lustres font plus de 2 mètres et sont pourvus de seulement 24 bougies, aujourd'hui des LED. Dans un espace aussi grand, on peut douter de leur efficacité à éclairer le chœur. Les lustres n'ont jamais été faits pour éclairer. C'est l'électricité qui est faite pour éclairer. Mais non, ce lustre, il est fait pour apporter la magie et la symbolique de la lumière. Et là, vous avez tous les symboles qui sont vraiment importants. La fleur de lys, la couronne, la croix qui protège la couronne, la lumière qui descend vers le peuple. Tous les symboles sont là-dedans. La monarchie de droit divin dans toute sa splendeur. 1 heure plus tard, la magie opère. Les anges se réveillent, comme si le chœur rouvrait les yeux. Au pied de la cathédrale, le dédale des rues de la cité épiscopale. Voie étroite ou quai du Tarn, Albi décline toutes les nuances de rose. Avant, la brique était couverte de crépi, comme cette maison dont on devine le colombage. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la mode révèle la brique sous les enduits. Mais les colombages, désormais apparents, en gardent des traces. On voit des traces d'herminettes sur les bois. Ce sont des marques très nettes qui servaient à ce que l'enduit adhère sur la façade. Un peu plus loin, on voit très bien ici un oculus qui est le symbole derrière d'un escalier à vis. Il s'agissait d'éclairer la montée aux différents étages. Gérard Alquier nous conduit vers la dernière de ses découvertes. Nous arrivons sur la place du cloître Saint-Salvi pour rencontrer Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Gérard. Restauratrice. Vous allez nous montrer votre petite merveille. La découverte de Gérard se tient dans un lieu insolite. On est où là Gérard? Alors, on est dans la réserve du restaurant. Et cette réserve a des particularités exceptionnelles. À savoir qu'on a un plafond entièrement peint, un plafond du Moyen-Âge, avec un décor bien particulier, à savoir une danse macabre. Et c'est la plus grande danse macabre de toute l'Occitanie, de tout le sud-ouest de la France. Une danse macabre exceptionnelle, intouchée depuis le XVe siècle, et qui déploie sur plusieurs poutres d'étranges processions. Chaque fois, vous avez un écorché représentant la mort. Et il entraîne toute une série de personnages. Et il y a des inscriptions en lettres gothiques, mais en occitan. Par exemple, Aiso es lou marcant, je suis le marchand. Aiso es lou ritu, le curé. Vous avez le notaire, vous avez l'apothicaire, et chacun ayant le symbole de sa fonction. Par exemple, le laboureur, il tient une faux. L'apothicaire, un flacon. Tous les principaux personnages de la société médiévale sont là. Ça veut dire que cette danse macabre s'adresse à tout le monde. La mort se moque bien de la fortune. Elle fauche le riche comme le pauvre. Telle est la leçon de la danse macabre. La pièce a pu être le salon d'un chanoine. Rien n'est sûr. Mais le plafond s'orne aussi de riches peintures, portraits, symboles, qui n'ont pas tous livré leur mystère. Retour à l'air libre.
Vous avez vu ces traces de doigts sur les briques? Ce sont des traces de doigts, ça? Ah oui, ce sont des traces de doigts. Normalement, pour expliquer la fabrication de ces briques, il faut savoir qu'on utilisait à la fois l'argile plus du sable, de l'eau. On malaxait tout ça et on mettait dans un moule. Et quand c'était à peu près sec, on mettait les doigts pour rattraper la brique pour ensuite aller la mener dans le four. Voilà. Donc, c'est bien souvent des traces de doigts d'enfants ou de femmes, quoique ces briques-là pesaient à peu près 9 kilos. Une fois que l'on sait cela, les murs racontent soudain autre chose. L'histoire de ceux qui les ont faits. Gérard Alquier pousse pour nous une dernière porte. Celle du très bel hôtel particulier Serré de Rivière. Alors, vous voyez sur cette voûte, toutes les briques ont des traces de doigts. Donc c'est exceptionnel. C'est une véritable tapisserie de doigts. La cour intérieure aussi est exceptionnelle. C'est une des plus grandes cours cachées d'Albi. La tour d'angle abrite un escalier. Chaque oculus en témoigne. 2 Indiens accueillent le visiteur sur le portail Renaissance. Maëlie Amalric nous attend sur le palier de sa maison. Oui. Je vous montre, nous montons. Et alors nous montons par une cage d'escalier qui va être vaste et petit à petit ça va se rétrécir et le paradis qui est là-haut se gagne. Hein. Voilà. Maëlie nous entraîne dans les étages. Elle a repris les chambres d'hôtes que son frère a aménagées dans la maison. J'ai remis ça, hein. La plus demandée se trouve tout en haut de l'étroit escalier en colimaçon. Et voilà. Alors là, on est au top du top. La plus belle vue de l'hôtel particulier est là. On est dominant de tout le quartier classé à l'UNESCO. Hein. La cité épiscopale, elle est là. Ce sont tous ces hôtels particuliers dont vous apercevez les petits clochetons partout. Et ici, les volets blancs, et à côté des volets blancs là-bas, vous avez la maison natale de Toulouse-Lautrec. Ses grands-parents étaient là quand il est né. Et juste un peu avant, avec tous les arbres verts là, la maison qu'a acheté la Pérouse pour son mariage avec Éléonore Bredou. Quand les gens arrivent ici, est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils viennent à Albi? Oui, alors numéro 1, c'est la cathédrale. Donc c'est certain que quand ils choisissent cette chambre, c'est pour la cathédrale. Voilà, c'est malgré tout le joyau albigeois. Et sinon, ils choisissent pour une certaine façon de vivre, une certaine douceur. C'est la destination séduisante, charmante et un peu, on va dire, un peu sexy de la région. Voilà. L'UNESCO n'a pas pour autant figé Albi. Il n'y a que 2 ponts qui enjambent le Tarn dans la ville. 2 ponts, plus le viaduc ferroviaire. Alors Albi prépare pour 2021 une nouvelle passerelle. En voici le squelette, accroché aux arches du viaduc. Laurent Ney a relevé le défi. Inscrire une construction nouvelle dans un site classé par l'UNESCO. Un des défis, c'est quand même de s'inscrire dans cette histoire, de s'inscrire avec une certaine cohérence, d'apporter quelque chose de nouveau, sans détruire ce qui a été fait, donc d'ajouter une plus-value. Ça, c'est plus un défi architectural, mais il y a aussi des défis techniques, clairement, parce qu'on s'attache à un ouvrage existant qui a déjà plus de 100 ans et qui est toujours en usage. Donc, il faut faire le chantier avec les trains qui passent encore au-dessus. Donc, d'un point de vue technique, constructif, il y a aussi plein de défis. La structure sera légère, piétonnière et cyclable. Quelques 20 mètres au-dessus du Tarn, la passerelle propose une autre façon d'aborder Albi. Ça a été un des arguments principaux aussi pour cette passerelle, c'est qu'elle crée des nouvelles perspectives sur le patrimoine. Donc ce n'est pas en contradiction de faire cet objet moderne, oui, comment ça va s'intégrer dans ce patrimoine existant. Ben, justement, nous, on permet de redécouvrir ce patrimoine d'une certaine façon, de le cadrer, de le mettre en valeur.
cette vue-là, sur la cathédrale, vous ne l'aviez pas avant. Donc c'est une nouvelle vue. Donc les gens vont découvrir. Et je suis sûr qu'énormément de photos vont être prises maintenant comme ça. La passerelle sera un nouveau lien entre les deux rives. Une façon originale de gagner la cité classée. Un patrimoine qui est mort n'est plus un patrimoine. Le patrimoine, il faut l'utiliser. Donc il faut que les gens le vivent, il faut que les gens puissent l'utiliser tous les jours. Et c'est comme ça qu'on conserve un patrimoine. Sinon, il va tomber en ruine. Nous quittons Albi pour remonter le Tarn. Direction Ambialé, à quelques 30 km en amont. Le Tarn décrit une boucle de 3 km. Ambialé s'est établi sur la presqu'île. La bande de terre la plus étroite ne fait que 30 mètres de large. Et sur cet isthme se tient un petit château. Ceci est une centrale électrique, la préférée de Frédéric Bréélin. On utilise la rivière, on utilise le dénivelé naturel que la rivière va faire. Et avec ce barrage, on arrive à le rehausser à une dizaine de mètres. Et ce dénivelé va nous permettre d'attirer l'eau dans la centrale pour être turbinée. Entrer dans la centrale, c'est s'offrir un voyage dans les années 20. On a une belle centrale qui date du début des années 1900. L'architecture s'inspire autant intérieur qu'extérieur du style bavarois du fin 19e. Mais qu'est-ce qui leur a pris de faire... Ça avait fait fureur apparemment à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et l'architecte a fait le choix de donner ce style qui dénote complètement par rapport au village un peu rural de l'époque pour rendre hommage à la grandeur, à la prospérité de l'industrie de cette époque-là. Tout le décor a été conservé. Les grandes baies vitrées, les lignes art déco, les ferronneries d'art. Un décor incroyable pour une industrie. C'est pas un musée, cet endroit? Non, c'est pas un musée, c'est une centrale électrique qui produit encore aujourd'hui au quotidien de l'électricité avec l'eau du Tarn. Et chaque année, on va réussir à produire de l'énergie pour alimenter une ville d'environ 7000 habitants. Vous, ça vous dirait un bureau comme ça maintenant? Ah bah oui, complètement. Il y a un écran de verdure pareil, de l'eau à droite à gauche, ça fait rêver quand même. La presqu'île d'Ambialé est au Moyen-Âge la plus importante place forte de l'Albigeois. Son sommet porte encore les traces d'un passé prestigieux. Dès le IXe siècle, un prieuré s'y installe. Il sera occupé par les franciscains jusqu'en 2005. C'est aujourd'hui l'association Mato Grosso qui en est propriétaire. Gérard Cadars, son président, y emmène aujourd'hui Olivier Seb de la Fondation du patrimoine. Ils prennent le chemin historique, 15 minutes de montée depuis le village et 100 mètres de dénivelé. L'objectif de Gérard, convaincre la Fondation de l'aider pour les prochains travaux. Si, c'est bien lui. Bonjour. Arrivés au sommet, Gérard et Olivier retrouvent l'architecte en charge du site, notamment de la chapelle, vieille de 900 ans. Avec les guerres de religion, ce sont des types d'édifices qui ont énormément souffert. Et donc on a très peu d'architecture romane du XIe, XIIe siècle dans le Tarn, aussi bien conservé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un édifice qui est relativement rare, quoi. Un monument rare et fragile, car la toiture est endommagée. La réunion d'aujourd'hui doit permettre d'évaluer et de projeter le coût des travaux. Là, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée sur le toit du bas, on en voit une décrochée ici. Donc toutes ces ardoises, en fait, elles se décrochent, elles ne tiennent plus. Et donc l'idée, c'est vraiment de refaire toutes les toitures de la chapelle et la toiture du clocher sur la même tranche. Chaque ardoise est taillée à la main. L'accès au site est difficile. L'entreprise est donc coûteuse, mais soumise à des normes.
Alors la chapelle, elle est classée depuis 1886. Ça fait partie des premiers bâtiments classés en France et on se doit de respecter l'édifice. Donc ce sera de l'ardoise. L'aide de la Fondation du patrimoine est primordiale dans une telle opération. Elle a été modifiée, oui. C'est un partenariat qui apporte donc de l'extérieur de l'argent qui manquait pour pouvoir réaliser ces éléments. Voilà un peu le rôle de la Fondation, c'est d'être animateur tout en étant gestionnaire des dons par rapport à l'association. Refaire la toiture, c'est préserver ce joyau de l'art roman. Dès l'entrée, la chapelle dégage une force et une sobriété qui séduisent Olivier. Et là, on est vraiment dans des racines. On rentre dans quelque chose qui est très profond. Et c'est à l'architecture qu'on doit cette harmonie du lieu. Cette architecture-là ramène à des proportions anciennes, antiques. Il suffit de regarder par exemple la partie du chœur avec l'arc où clairement on est sur le nombre d'or. Voilà, vous avez un cercle qui peut se dessiner dans un rectangle. On ne sait pas vraiment comment ça marche, mais c'est clair qu'aux yeux, on trouve cette proportion agréable, quoi. Et en fait, le nombre d'or, on le retrouve effectivement dans la nature. Par exemple, dans la spirale que forme la coquille d'un escargot ou d'un coquillage, dans un flocon de neige. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec cette idée que le nombre d'or a été choisi comme la base d'une théorie de construction. Nous passons à présent avec Gérard dans la partie privée du prieuré. Car le site est toujours habité. Le cloître et les bâtiments ont repris leur fonction éducative. Donc ici, on arrive dans le cloître qui aujourd'hui est occupé par l'université américaine St. Francis University de Pennsylvanie. « 3000 mètres carrés de salles et de jardins loués à l'université catholique américaine. Pendant des siècles, les bénédictins, puis les franciscains, y ont formé des générations d'élèves. La vocation est donc toujours la même aujourd'hui. Eric, bonjour. Éric Sépiche était étudiant ici il y a 11 ans. Il est revenu il y a peu, mais cette fois comme directeur, et prépare la rentrée pour une trentaine d'étudiants américains. Les étudiants souvent avoir le désir de découvrir la langue, la culture, les choses différentes que la vie en Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc, il vient avec beaucoup de curiosité d'apprendre les choses de cette région, cet pays, cet endroit. Quand le soir tombe, c'est tout au bout de la falaise que Gérard vient se ressourcer. Un moment de paix face à la vallée. Les couleurs, les odeurs, les sons. Selon les saisons de l'année, c'est tout le temps différent. On se retrouve là quasi seul avec la nature, avec l'eau, le bruit de l'eau du Tarn en fond. C'est un petit moment de paradis en fait. « 7 heures le lendemain matin. Laurent Payous prépare son aéronef. 5000 mètres cubes d'air sont nécessaires pour déplier la grand-voile. C'est en chauffant cet air captif que la montgolfière peut décoller. Un moyen d'observation idéal pour l'historienne médiéviste Sandrine Victor.
Il a fallu se lever tôt, mais la récompense est là, encore endormi sous le soleil. Une approche parfaite pour comprendre les Bastides. Nous allons survoler Saint-Sulpice-la-Pointe, qui est au confluent du Tarn et de la Goutte. Les Bastides sont les villes nouvelles du XIIIe siècle. Après la croisade contre les Cathares, les seigneurs locaux organisent des villes neuves, non fortifiées, stratégiquement placées près des rivières. On voit bien les ponts parce qu'en fait, le seigneur va tirer une bonne partie de ses revenus des droits de passage sur le pont, sur la Goutte et puis sur le Tarn. Et puis quand le pont sera détruit un siècle plus tard, eh ben, ça sera par le gué. À mesure que nous approchons, la Bastide se révèle. Vu du ciel, son plan s'impose comme une évidence. On voit bien le quadrillage avec les rues principales qui rentrent sur la place par les angles et puis des rues de traverse qui vont ainsi composer des îlots. Les rues principales, ce sont les carreras, des rues charretières, puisque 2 chariots pouvaient s'y croiser. Elles faisaient de 6 à 8 mètres de large. Parfois même, on a des Bastides où les rues faisaient jusqu'à 11 mètres. Pour avoir un ordre d'idée, à Paris, à la même époque, les rues font maximum 7 mètres de large. Saint-Sulpice-la-Pointe est né dans les années 1240. Sandrine nous conduit au cœur des rues charretières de la Bastide. Au Moyen-Âge, quand la paix revient et que les famines se font rares, Saint-Sulpice prospère. Ces Bastides, elles ont eu du succès, la population s'installe. Eh bien, sauf qu'on a un problème, c'est que ce plan très strict empêche complètement de créer de nouvelles maisons. Donc les gens vont essayer de trouver de l'espace là où il y en a. Et même par exemple, dans cette rue-là, on voit qu'ils ont fait ce qu'on appelle un pontet, en français une puntette en occitan. C'est-à-dire qu'ils ont enjambé la rue pour gagner de l'espace. Ils ont créé une pièce. Ça, c'est une façon qu'ils ont eue d'agrandir leur logis. Au XIVe siècle, l'église investit la place principale de Saint-Sulpice. Son clocher de 40 mètres est le plus haut du Tarn. De quoi contempler la Bastide comme le seigneur du lieu l'aurait fait. Mais à quoi sert une Bastide ? D'abord, ça sert à contrôler la population. Ça sert donc à cristalliser, à focaliser un peuplement. Et donc, c'est une rationalisation administrative, une optimisation fiscale, dans le fond, si on prend des mots un peu contemporains. Parce qu'on va avoir tout le monde à portée de main. Ça va être beaucoup plus facile de prélever les impôts, puisque les lots qui sont donnés aux habitants sont tous les mêmes. Donc, on a la même assiette d'imposition. C'est concentré. Donc on peut avoir comme cela tout sous la main pour pouvoir gérer vraiment son territoire et asseoir sa souveraineté. Et puis aussi, évidemment, le gros moteur de construction des Bastides, c'est l'économie. C'est pourquoi la place, centrale, est souvent l'emblème des Bastides, comme ici à Briey-Texte, quelques kilomètres plus loin. Sa place des couverts correspond à l'image d'Épinal de la Bastide. Sauf qu'à l'origine, il n'y a pas de couvert. Ces maisons qui avaient la chance d'être autour de la place, elles étaient sur la place du marché surtout. Et donc, les commerçants qui étaient sur les rez-de-chaussée ont pris l'habitude de couvrir l'étal. Et puis, ces auvents vont se transformer en avancées en bois, comme on a encore la trace ici. Et puis, la population augmentant, ces auvents de bois vont servir de support pour en fait augmenter la taille de la maison, qui va gagner comme ça une pièce en encorbellement. Comme le pontet, l'encorbellement est une autre façon de pousser les murs pour agrandir la maison. Pour les maisons des notables, de ceux qui ont eu peut-être un peu plus de chance en affaires, on va pouvoir avoir ensuite l'évolution de la structure en bois vers une structure ici en briques qui montre quand même que ces gens-là ont réussi et deviennent des coqs de village. Briey-Texte est aujourd'hui une belle endormie.
Le Tarn compte une trentaine de bastides. Et sa rivière nous conduit vers une autre de ses cités, Rabastens. Son clocher-mur est visible de loin. L'église de Rabastens est un écrin de briques pour un trésor méconnu. Ici, c'est le seul endroit où on a l'idée de ce que peut être une église gothique méridionale au XIIIe et XIVe siècle, avec son décor. Notre-Dame-du-Bourg est couverte de fresques. Un décor qui est resté insoupçonnable pendant des siècles, car dans la guerre qui oppose les catholiques aux protestants, l'église est occupée en 1561 par les Huguenots, qui en font une salle de garde. Quand les catholiques la récupèrent, ils veulent effacer cette profanation. Après la crise religieuse, on va badigeonner toute l'église avec de la chaux blanche pour purifier, pour effacer le souvenir de l'occupation de l'église pendant 1 an par les protestants. Et c'est resté couvert de peinture blanche jusqu'à 1858. Une chapelle en conserve encore le témoignage. Il faut reblanchir les murs tous les 50 ans. Et en 1858, un nouveau badigeon est donc programmé. On monte un grand échafaudage de bois, bien entendu, puisqu'on n'a pas d'autre chose à cette époque. Et lorsque le maçon arrive au niveau des voûtins, avec sa petite truelle, il va tapoter pour détacher les morceaux d'enduit qui n'adhèrent plus à la voûte. Et il voit à ce moment-là un visage qui apparaît, c'est le saint qui le regarde. C'est évidemment une stupéfaction, parce que personne n'avait pu imaginer que l'Église ait reçu, au Moyen-Âge, un décor peint. Il faudra 7 ans pour dégager toute l'église et voir apparaître, une à une, les scènes bibliques. Car ce n'est pas le seul chœur qui est peint. Tous les murs le sont. Avec des motifs parfois surprenants. Il y a évidemment un motif qui fait l'originalité du chœur de Notre-Dame-du-Bourg, c'est un décor de svastika, c'est-à-dire de croix gammée, qui est ici un symbole indo-européen. On connaît la croix gammée depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, et elle est liée à la Vierge, puisque la Vierge reste vivante au ciel, elle est au milieu des étoiles, étoiles parmi les étoiles, et donc on a symbolisé ça par des étoiles qui tournent, donc des svastikas. L'église de Rabastens est classée par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les restaurations du XIXe siècle ont un peu forcé les couleurs de ces portraits de la nef. Mais la chapelle dédiée au saint a gardé ses couleurs d'origine. Des prélèvements, réalisés en 2019, ont livré l'étonnant secret de cette fresque, vieille de 700 ans. Et les études qui ont été faites ont permis de voir que la tête n'avait jamais été retouchée au XIXe siècle. Et les prélèvements nous ont montré, à ma grande surprise, qu'on avait utilisé du bleu de lapis lazuli. Ça indique une grande richesse, puisque le seul lapis lazuli que l'on utilise pour les peintres à cette époque vient du nord de l'Afghanistan. Un indice qui laisse penser que les peintres de Rabastens pourraient être ces Italiens qui, en Avignon, étaient au service du pape.
La particularité de Rabastens, c'est son triforium, élément rare dans le gothique méridional. Ces fenêtres devaient amener la lumière dans le chœur. Une galerie de circulation qui se révèle être aussi une galerie d'art, à 12 mètres du sol. « 42 chapiteaux du Moyen-Âge nous attendent, hors de la vue des visiteurs. » Il y a plusieurs types de chapiteaux. Un homme est représenté ici avec cette coiffure très caractéristique de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. On rappellerait la coiffure de Saint-Louis dans l'imagerie populaire. Alors que de l'autre côté, on a des personnages féminins qui ont sur la tête le petit tortil et le voile qui entoure le visage jusqu'au menton. Et entre les deux, on a soit des feuilles qui sont des éléments modernes gothiques, soit à la partie supérieure des rinceaux qui sont encore typiquement romans. Et c'est ce mélange de souvenirs d'art roman sur des chapiteaux qui sont d'époque gothique que l'on évoque ce troisième art roman très tardif, tout à fait typique pour notre sud-ouest toulousain du XIVe siècle. Ces œuvres sont parfaitement datées puisque la construction de l'église s'achève en 1318. Pour les historiens de l'art, elles sont des témoins irremplaçables. Nous quittons Rabastens, toujours au fil du Tarn. Notre ultime étape, Moissac, dans le département voisin du Tarn-et-Garonne. La rivière, si paisible en été, peut aussi se mettre en colère. Il y a près d'un siècle, c'est un Tarn en fureur, gonflé par une crue centenale qui noie la ville et sa région. En pleine nuit, les habitants de Moissac sont pris au piège. Le 4 mars 1930 au matin, l'eau est partout. Une digue ferroviaire a cédé en amont, libérant une vague de 11 mètres de haut. Sur les 7400 habitants de la commune, 6000 se retrouvent sans abri. Il y a 120 morts et on estime qu'il y a 600 maisons détruites par l'inondation proprement parlée, mais 1400 qui vont être démolies dans les jours qui suivent par l'eau qui a sapé les murs. Ces archives montrent les maisons de briques crues qu'il faut détruire pour laisser la place à un nouveau matériau, le béton. Les habitants vont alors découvrir une nouvelle architecture, l'art déco. Béton moulé, décoré, gravé. La petite ville du Tarn-et-Garonne fait peau neuve. Les nouvelles halles relancent le commerce du raisin. Moissac produit alors 27 000 tonnes de chasselas par an. Le plus bel exemple d'art déco lui est dédié. Ce petit kiosque est un restaurant qui a une histoire. Le raisin vous accueille dès l'entrée. À l'intérieur, les couleurs sont vives et le raisin s'égrène des murs au plafond. Portraits, allégories, l'art déco s'est emparé de la place et du raisin, car ce kiosque porte le nom d'Uvarium. L'uvarium, ça vient du latin uva, du raisin, et
Un médecin de Moissac, le docteur Rouanet, a eu donc l'idée en 1930 de créer des cures de chasselas. Donc on a lancé la station ruvale ici à l'Uvarium de Moissac. Le raisin doré de Moissac séduit par ses vertus nutritives. Et dans l'entre-deux-guerres se développe aussi une envie de bien-être. Des centaines de curistes souscrivent bientôt à ces régimes, dégustés sur les bords du Tarn. Donc il faut imaginer des curistes qui venaient passer donc environ 3 semaines et ils dégustaient entre 1 et 3 kilos de chasselas par jour, soit en grains, soit en jus. C'était le paradis du chasselas. L'Uvarium servait ainsi 150 kilos de raisin et 100 litres de jus chaque jour. Il se transformait parfois en guinguettes. Nous gagnons l'autre côté de la ville et son cœur médiéval. Affiliée à Cluny, l'abbaye Saint-Pierre est presque millénaire. Elle a été pendant 5 siècles une des plus puissantes de France. Son architecture est une démonstration inestimable de l'art roman. C'est vraiment un des plus beaux morceaux de la sculpture romane en Occident, puisque ce tympan date des années 1115-1120. Il faut en plus imaginer ce tympan avec des couleurs, telles qu'il pouvait se présenter à l'époque romane. Donc une image qui frappe effectivement par sa virtuosité et par sa composition, puisque chaque vieillard donc, est différent au niveau de son visage, au niveau de son costume, au niveau également de ce qu'il porte dans les mains, l'instrument de musique, la coupe de parfum. Le visage du Christ est effectivement saisissant. On ne voit que le visage du Christ lorsqu'on arrive. Reims a son ange au sourire. L'abbaye de Moissac a elle aussi une sculpture emblématique sur le pilier qui soutient le tympan. C'est la représentation de Jérémie, donc du prophète Jérémie, dont le visage est vraiment superbe, là aussi au niveau des détails. Et également, on a l'impression qu'il danse presque, puisqu'il a ses 2 jambes croisées dans un mouvement là aussi très beau, qui résume finalement ce qu'est l'art roman, puisque eh bien, les sculpteurs s'adaptent à l'espace dont ils disposent. Et donc, on a une sculpture qui est très aérienne, très belle aussi au niveau de ce mouvement. L'église est la partie la plus récente de l'abbaye, puisqu'elle date du XVe siècle. Mais elle a conservé la trace de ses origines dans ses entrailles mêmes. Emmanuel Moureau nous entraîne derrière la clôture du chœur. Il veut nous faire partager ce que personne ne voit jamais, et cela relève rapidement de l'expédition. Alors c'est là-dessous. Le passage est un petit peu étroit, et le spectacle vaut le coup. Non, par contre, il va falloir prendre un peu d'éclairage. La galerie s'enfonce sur une dizaine de mètres avant de déboucher sur une petite salle où l'on tient à peine debout. Alors on se trouve dans l'endroit le plus secret et le plus symbolique finalement de l'abbaye de Moissac. On est aux origines même de l'église abbatiale, puisque nous sommes autour d'un autel qui remonte à la fin du 8e, au début du 9e siècle. L'autel a toujours été préservé depuis 1200 ans qu'il est là. Mais il a commencé à parler il y a peu aux experts. Des noms sont apparus, gravés sur la pierre sacrée. Ici, on a un nom ici, on a un second ici, par exemple. L'autel est couvert de graffitis. Et ces graffitis sont des noms à consonance carolingienne. Donc on est bien sur des graffitis d'époque qui renvoient donc certainement à une pratique que l'on connaît par les textes de serments prêtés sur les autels. On gravait ainsi dans la pierre sacrée les termes des engagements, ce qui leur conférait un poids considérable.
Retour en surface. Le cloître se blottit au cœur de l'abbaye Saint-Pierre. C'est un des plus grands et des mieux conservés de l'époque romane. Un cadre exceptionnel où l'on installe pour ce soir une œuvre d'art éphémère. Le cloître compte 76 chapiteaux, tous différents, plus 8 piliers sculptés qui portent des images d'apôtres. Sur ce pilier, nous n'avons pas de figure d'apôtre comme sur les autres piliers du cloître. On a au contraire une longue inscription en latin. Donc on a l'année, Anno ab incarnatione aeterni principis, donc l'année de l'incarnation du prince éternel, millésimo centésimo. Donc l'an 1100 a été fait ce cloître au temps du seigneur Anquetil, abbé de Moissac. Amen. C'est normal qu'on entende le train? Et oui, c'est normal, parce que le train passe là depuis le milieu du 19e siècle. La voie de chemin de fer a éventré l'emprise de l'abbaye, puisqu'il fallait faire passer le progrès. Le train passe dans l'ancien réfectoire des moines. On a sauvé le cloître. On a sauvé le cloître. In extremis, mais on a sauvé le cloître. Préserver le cloître, c'était préserver un art roman des plus purs. La plupart des chapiteaux sont un livre de pierre, l'Évangile mis en relief, comme cet épisode de la pêche miraculeuse. Le cloître est un espace de méditation, mais pas seulement. Alors il y a un chapiteau qui est à part dans le corpus des chapiteaux moissagais. C'est un chapiteau d'actualité. Voilà, donc sur ce chapiteau, on peut voir d'abord ce bâtiment avec ses deux portes et ce clocher à pan coupé qui est donc assez bas, qui est en fait une représentation du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et autour de ce bâtiment, on aperçoit d'un côté un ange, et puis on a un autre personnage ici qui tient dans sa main une grande croix. Et les autres personnages, qui ne sont pas habillés en soldats, mais ils tiennent des armes, une lance par exemple, une sorte de hache, etc. Eh bien, on suppose que ce chapiteau est là pour rappeler la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. Et c'est vrai qu'Anquetil, le père abbé de Moissac qui a voulu ce cloître, était très proche des projets de croisade et il suivait la progression de la première croisade. La nuit qui tombe sur le cloître révèle peu à peu l'œuvre de l'artiste Luc Gérame. Une lune lumineuse à portée de main. Après 380 km, le Tarn, quant à lui, termine sa course, rejoignant la Garonne dans une large étreinte. Je vous retrouve à Albi. Le cœur historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à sa cathédrale, bien sûr, mais aussi grâce au palais épiscopal de la Berbie. Après le palais des papes à Avignon, c'est le plus grand ensemble architectural religieux que l'on peut visiter aujourd'hui en France. À l'origine, ce monument était censé exprimer la toute-puissance des évêques face aux consuls de la ville. Le palais était alors défensif, mais au fil des siècles, il se transforme en résidence d'agrément. Ce chemin de ronde devient même un lieu de promenade. Un jardin classique est créé au XVIIIe siècle. Il est aujourd'hui classé jardin remarquable. D'ici, on a une très jolie vue sur la rivière le Tarn et le pont Vieux, l'un des rares ponts médiévaux encore en service. Au XVIe siècle, il supportait des maisons à colombage. Des artisans, des tanneurs, des cordonniers vivaient ici jusqu'à la crue de 1766 qui a détruit toutes les habitations.
Aujourd'hui, le palais épiscopal de la Berbie abrite les œuvres d'un très grand artiste né ici, Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, c'est l'artiste de Montmartre, du spectacle et des femmes. Voici l'une de ses œuvres emblématiques peintes en 1894 au salon de la rue des Moulins. Cette huile sur toile représente l'intérieur d'une maison close où il a vécu. Les fauteuils rouges pourraient évoquer un décor de théâtre, mais nous sommes bien dans un salon de prostitution. Toulouse-Lautrec aimait représenter ces femmes dans leur quotidien, dans leur intimité. On est loin des images suggestives ou moralisatrices de l'époque, et c'est ce qui fait toute la modernité de cette œuvre. Nous quittons Albi pour reprendre notre voyage entre Tarn et Garonne. Nous partons pour Montauban, la ville rose en bord de rivière. Nous irons jusqu'aux gorges spectaculaires de l'Aveyron. Nous nous arrêterons à Caussade, la capitale du chapeau. Et à chaque étape, nous irons à la rencontre de femmes et d'hommes profondément attachés à ce territoire d'Occitanie. Entre Tarn et Garonne passionnément, c'est un film de Claire Lajeunie et Bertrand Rubé. Le long du Tarn, la ville de Montauban se dresse fièrement depuis le Moyen Âge. À la tombée du jour, c'est au fil de l'eau que Maël Le Royer profite d'un point de vue unique. Les bâtiments majeurs de la ville, on les connaît quand on passe à pied, dans la rue, au quotidien, alors qu'ici, sur la rivière, c'était vraiment l'occasion de découvrir la ville de manière totalement improbable. On aperçoit les silhouettes assez majestueuses du musée Ingres. Derrière, on aura aussi le clocher de l'église Saint-Jacques. Et en face de nous, on aperçoit un pont, le pont vieux qui date du XIVe siècle. Les teintes sont vraiment multiples, on est plutôt sur le orangé, le rose, le rouge. Et ce qui est un peu magique, c'est quand on passe l'arche, c'est un peu comme une porte en fait. On bascule dans une partie beaucoup plus marquée par la végétation. Et là, on rejoint la partie nature finalement, et ce qui est assez étonnant, on est en plein centre-ville, on est au cœur de Montauban, et malgré tout, on est entouré à gauche, à droite, des arbres, et ça c'est vraiment le côté magique de ce type de découverte. À bord de son kayak, Maël dévoile l'histoire du Tarn de manière originale, au plus près du lit de la rivière. Donc là on est vraiment dans un tunnel de verdure. La ville est au-dessus de nous, elle est vraiment sur une berge entre 15-20 mètres de haut au-dessus de nos têtes. Et c'est vrai que ça donne un charme particulier pour cette partie de la rivière. On oublie la ville et on est vraiment en pleine nature. Et pourtant dessus se situent des bâtiments vraiment intéressants. On est sur des bâtiments et des couvents du XVIIe siècle. Ce qui est étonnant aussi, c'est que cette végétation qu'on apprécie aujourd'hui, elle était totalement absente pendant des siècles, puisqu'en fait les rives étaient utilisées pour l'activité. Les bateaux lavoirs, les pêcheurs de sable, les poissons, toutes ces ressources de la rivière étaient utilisées. Et du Tarn, finalement, on exportait tout ça. C'est un peu l'autoroute du Moyen-Âge ou l'autoroute du XVIIe siècle, puisque c'est vraiment la voie de navigation, de communication principale. Et c'est ce qui va favoriser vraiment l'essor de la ville. Le Tarn est le principal affluent de la Garonne. Il est navigable sur près de 350 km. Ça change tout le temps, les lumières, les oiseaux, l'ambiance sonore, le courant. Vraiment, la rivière est un élément vivant, ce qui fait que naviguer dessus, c'est beaucoup plus surprenant que de marcher dans une rue où il se passe toujours à peu près les mêmes animations. En visée, devant nous, on aperçoit déjà le profil d'un autre élément essentiel de l'histoire de la rivière pour Montauban, c'est les moulins.
on aperçoit au bout là-bas les grands moulins de la ville. C'est aussi une des richesses de Montauban. Pendant plusieurs siècles, on s'enrichit grâce à la farine, aux céréales qui poussent et à la force motrice de l'eau qui permet de produire ce qu'on appelait le minot et qu'on exportait là aussi très largement grâce à la voie fluviale. Le moulin de Palise qu'on aperçoit, c'est vraiment un bâtiment prestigieux du XVIIIe siècle. C'est le seul qui soit encore debout. Tous les autres ont disparu à cause de la crue. Heureusement pour nous, il nous reste le témoignage de ce large bâtiment, alors qui a été moulin à plâtre, à poudre, qui a servi à différents usages aussi pour le textile et pour la farine évidemment. Et puis finalement, ce moulin n'est pas totalement hors d'activité aujourd'hui puisqu'il accueille des turbines hydroélectriques. Donc finalement, d'une autre manière, le Tarn reste présent dans l'activité contemporaine de la ville. Sur la même rive, un autre bâtiment industriel du 19e siècle a été réhabilité. Il abrite aujourd'hui le laboratoire d'une célèbre pâtisserie de la région. Chaque jour, toute une brigade y crée une centaine de desserts sous la direction de Jérôme Alamijon. Il fait partie de l'association Relais Desserts qui réunit 100 pâtissiers parmi les meilleurs du monde. Il est surtout l'un des derniers à fabriquer son propre praliné de manière traditionnelle. Alors ça, c'est la base. Le caramel, un peu coloré mais pas trop coloré. Ça, c'est le plus important. Avec la noisette de la région. Le plus difficile, c'est d'arriver à en avoir parce qu'on n'a pas beaucoup de producteurs de noisettes dans la région. Ça a quand même plus de sens de prendre de la noisette qui vient d'ici plutôt que de prendre de la noisette qui vient du fin fond de la Turquie. Et de surcroît, comme en plus elle est meilleure, ce serait quand même dommage de s'en priver. Ce sont des noisettes magnifiques. Franchement, une qualité, il n'y a rien à dire. Et donc je les ai torréfiées. Vous voyez, elles ne sont pas trop torréfiées. Comme c'est des noisettes qui ont vraiment un goût très subtil, très fin, il ne faut quand même pas trop les torréfier, sinon elles vont avoir goût trop à griller et ça sera dommage. On aura perdu cette finesse. Et on va les passer dans un premier broyeur. On va casser le sucre un peu fin. Et les noisettes, on va les concasser en fait. On va le concasser. C'est vrai que vraiment, moi, le praliné, ça fait partie des choses que je préfère faire parce que je trouve qu'il y a... D'abord, c'est un parfum que j'aime particulièrement. Le goût du praliné, c'est quelque chose que je trouve magique. Et ensuite, je ne sais pas, c'est cette transformation entre le fruit sec, dur, le caramel, dur, et puis cette émulsion, ce mélange qui se fabrique, et c'est magique. À la fin, vous avez cette pâte-là, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui s'est perdu pendant des années et qui petit à petit, quand même, est en train de revenir. Avec toujours cette envie de faire le plus de choses soi-même. En fait, on se rend compte que les artisans reviennent quand même à des choses comme ça. Surtout que ça fait vraiment la différence. Quand vous faites votre praliné avec vos fruits secs que vous avez, vous savez d'où vient le fruit sec, vous connaissez la qualité du produit et tout, ça fait vraiment la différence. Donc là, c'est vraiment le passage où les rouleaux sont vraiment... ça frotte, les rouleaux sont vraiment l'un contre l'autre. Donc là, on est en train de vraiment extraire l'huile de la noisette. Hein, et cette huile, elle se mélange avec le sucre. Là, on se rend compte que le praliné, il commence vraiment, la pâte commence à apparaître. Là, on arrive vraiment à une finesse importante. On sent le caramel avec le côté grillé, ça molle. Hein. Le chef pâtissier revisite le célèbre Paris-Brest jusque dans sa forme. Ici, on le propose allongé comme un éclair. Là, on vient de sortir les coques du four, on les a fait refroidir rapidement. Et par-dessus, on a mis le praliné maison. Là, vous le voyez. On a vraiment la texture, on a une texture qui est devenue complètement crémeuse. Derrière, on a le montage avec la crème au beurre au praliné. Et on y incorporera ensuite des noisettes qu'on a caramélisées dans le chaudron. La seule manière que j'ai de m'exprimer aujourd'hui, c'est mon métier. On essaie de toujours travailler avec des produits de saison et avec des produits locaux. C'est mon terroir, donc forcément je l'aime. Ce serait quand même dommage de parler du bout du monde alors qu'on ne devrait jamais quitter Montauban.
Jérôme Alamijon a travaillé dans des palaces en France et au Japon, avant de revenir s'installer à Montauban, sa ville natale qui abrite des joyaux. Alors là, on se situe sur la place nationale, donc c'était anciennement la place royale. Pour moi, c'est le cœur de la ville, c'est architecturalement un endroit extraordinaire. C'est vrai que c'est une place, c'est très minéral en fait, donc tout le sol est en pierre et tout autour, vous avez cette double arche en briques rouges et ça crée une harmonie juste magnifique. Ces arcades, également appelées couverts, ont été édifiées au Moyen-Âge. Elles protégeaient les marchands de la pluie et du soleil et faisaient office de halles. Juste derrière la place, Jérôme tient à nous montrer l'une des plus belles bâtisses de la ville, classée monument historique. L'hôtel du Portail Retors. L'un de ses édifices préférés. Bonjour un coquet. Vous allez bien? Ça va et vous? C'est gentil de nous rendre visite ici. Ben écoutez, c'est tellement beau ici que c'est un plaisir chaque fois. 30 ans de restauration. C'est ça. 30 ans de restauration. C'est beaucoup de travail. C'est vrai que quand on a trouvé, c'était dramatique. C'était complètement dévasté. C'était un atelier. Mes parents étaient désespérés quand on achète ça. Et en fait, ça a été une grande satisfaction. Ici, alors c'était l'enclos royal. Il y avait le château en bas qui commandait le Tarn et puis tout ce qu'on appelait l'enclos royal. Et ceci donc faisait partie certainement de ce mur. Et les archéologues me disaient que ça a servi un petit peu de prison à un moment. Et donc on a découvert deux fenêtres comme ça, avec grand plaisir. Tout ça s'était caché et il y a eu quand même quelques belles découvertes. Ceci, là, ces deux corbeaux qui étaient cachés donc sous du contreplaqué. Et en fait, cette gargouille est l'original parce que quand on a enlevé le toit sur la terrasse, ça s'est défait et cette gargouille est tombée. C'est une copie là-haut. Et ça, c'est l'original restauré. À l'intérieur, un espace rare au centre de la cité. Et voilà le fameux jardin. Voilà le petit jardin. Ah, le pommier. Le pommier, je vois une pomme. Ah, vous en avez plusieurs, il y en a partout. Il a mis 20 ans à se décider. Ah ben voilà. Mais maintenant, c'est il était temps, hein. Vous allez pouvoir faire des tartes aux pommes cet hiver. Je les apporterai. Elles seront meilleures chez vous. Et sinon, c'est vrai que c'est un petit havre de paix ici. Ah ouais, hein. voilà, Moi, c'est pour ça que j'aime aussi les villes, les cœurs de ville. Vivre en cœur de ville, c'est quand même agréable. Quand vous arrivez à avoir des endroits un petit peu comme ça, vous pouvez vous réfugier un peu avec le calme et tout, c'est quand même relativement agréable. L'autre particularité de ce bâtiment, c'est sa tour hexagonale qui surplombe la ville de Montauban. Oh, que c'est beau! C'est la première fois que je monte sur le point de vue et je suis impressionné. On a une vision sur 180 degrés, c'est magnifique. Cette terrasse offre un panorama unique sur les plus belles églises en briques de la ville, comme Saint-Orens et Saint-Jacques, la plus ancienne, construite au XIIIe siècle. On est vraiment sur l'endroit où a été fondée cette ville et c'est un luxe extraordinaire. Hein. Donc ça, j'apprécie énormément. L'histoire du Tarn-et-Garonne, c'est très particulier en fait. La légende dit que Napoléon a posé son poing sur la carte, qu'il a dessiné tout autour. Et en fait, il a pris un peu du Gers, il a pris un peu de la Haute-Garonne, un peu du Tarn, un peu du Lot-et-Garonne, et il en a fait un autre département. Donc je suis très fier de ma ville. Nous quittons Montauban pour rejoindre Caussade, aux portes des Causses. Ici, les terres produisent une paille de très haute qualité. Elles ont permis, dès le 19e siècle, l'installation de chapelleries d'exception. La ville de Caussade est toujours célèbre pour ce savoir-faire. En plein cœur du village, au pied de l'église, un atelier perpétue cette tradition. Didier Laforest est l'un des derniers formiers de France.
Il sculpte le bois pour créer des moules à chapeau. Je fais un tricorne pour une compagnie de théâtre qui se trouve à Sydney. Donc je pars de ce modèle-ci. Alors ce modèle de tricorne, c'est un tricorne du Dauphiné, c'est-à-dire qu'il y a plein de types de tricornes. Et cette forme a servi pour un film qui s'appelle Le Pacte des loups. Donc qui parle de Mondrin, la bête du Gévaudan, enfin tout ça. Ça c'est l'entrée de tête, c'est-à-dire que la tête va venir ici et donc je vais refaire à l'identique. C'est du bois de tilleul, c'est un bois qui se sculpte bien et qui accepte les contraintes d'humidité et de chaleur. Là où c'est absolument passionnant, c'est que je pars d'une planche, donc je vais choisir le bois à la scierie, raboter celui-ci, sculpter et jusqu'à l'expédition, quoi. Cet artisan d'art travaille pour des clients prestigieux. Ses formes sont demandées dans le monde entier par des costumiers, mais également par des grands noms de la mode. Sans le formier, la plupart des chapeaux haute couture ou des filets n'existeraient probablement pas. Et finalement, c'est un métier qui n'a pas disparu et qui emploie des techniques traditionnelles, etc. et qui font de belles choses made in France, hein, c'est pour le savoir. Et là, il y a quelques outils qui ont servi à mes ancêtres qui étaient sabotiers. Tout ça, ça raconte une histoire et moi, je poursuis cette histoire-là d'une autre façon, ça me plaît bien. Didier découvre sans cesse des pièces rares dans les brocantes ou dans les salles de vente. Son arrière-boutique renferme de véritables merveilles qui l'inspirent. Il y a pas mal de choses que j'ai collectées qui viennent de différentes époques. Par exemple, ça, c'est très amusant. Ça, c'est une coiffe de veuvage. Les dames portaient ça lorsque leur mari était décédé. Et donc, celle-ci a une anecdote particulière, parce que là, il y a comme ces petites oreilles qui étaient fixées comme ça. Et à fur et à mesure que le veuvage avançait, hop, hop. Et quand les oreilles étaient comme ça veut dire que la dame n'était pas opposée à rompre son veuvage. Après, qu'est-ce qui est très amusant? Ça, c'est un chapeau qui était utilisé pour les dames. C'est un très très beau, on appelle ça un topé, c'est un très très beau feutre. Et il était relevé sur le devant et nuqué sur l'arrière. Ce qui veut dire que les dames, lorsqu'elles voyageaient en automobile, pouvaient mettre ce chapeau-là avec les lunettes. Et puis derrière, c'était pour protéger la nuque. Et c'est une belle pièce, quoi. Je trouve qu'elle est sympa. J'ai des formes très anciennes. Ça, c'est une forme type coquillage. Donc il y a eu la mode des chapeaux coquillages dans les années 1920. Donc ça, pour moi, c'est un vrai travail de sculpteur. Et donc le chapeau fini sur la forme, il va venir comme ça. Et on va fixer avec des épingles pour que la matière adhère parfaitement à la forme en bois. Et tous ces petits trous qu'on voit, c'est des trous d'épingles. Donc cette forme a vraiment beaucoup travaillé. Ouais, c'est une belle pièce, j'aime beaucoup. Didier crée aussi sa propre collection avec les moules qu'il façonne lui-même. Première étape, la mise en forme. Alors là, je suis en train de ce qu'on appelle tirer un feutre. On comprend bien le sens de tirer. Donc il faut faire rapidement parce qu'il refroidit, c'est-à-dire qu'on utilise la vapeur. Après, je prends ma calotte, je retourne, je prends mon collier, je mets dedans, je tire le bord, comme ça. Il est très humide. Et je vais tirer comme ceci, jusqu'à ce que ma forme épouse parfaitement le bord. Je vais prendre ma ficelle, je vais venir dans la gorge, bloquer. Vient ensuite l'étape du brossage pour que le feutre adhère au bois. Et l'expression brosser dans le sens du poil, c'est vraiment une expression, c'est la vérité, c'est une expression de chapelier. Et donc après, hop, j'ai mon chapeau comme ceci. Donc on comprend bien la calotte.
On va laisser ceci parfaitement sécher. Après, je vais enlever ma calotte très délicatement. D'accord. Et après, on va démonter. On va prendre un ciseau. On va couper tout cet excédent-là. Et on va replier ceci et le coudre. Et après, donc, on a son chapeau qui ressemble à cette forme-là, avec ce qu'on appelle le coup de poing. C'est voilà. Ça, c'est la prise de doigt devant. Généralement, on va la prendre comme ceci. Et donc, c'est un chapeau qui va être comme ça. J'aime bien parce que finalement, on touche la matière, on est dans avec la vapeur, l'eau, le feutre, le bois. Enfin bon, voilà quoi. C'est un vrai travail artisanal. Ça ne s'improvise pas complètement, quoi. Je fais ça et j'aime bien. À quelques kilomètres, un motard sillonne les plaines d'Écosse. Thierry Psonka est chef cuisinier, d'origine polonaise et italienne. Il a parcouru le globe et il y a 5 ans, il a choisi de s'installer ici pour valoriser les richesses de ce terroir. Chaque semaine, il s'approvisionne chez les meilleurs agriculteurs et tient à choisir lui-même ses produits. Ce matin, il rejoint la famille Lacassagne pour sélectionner l'un de ses légumes préférés. Écoute, moi, il m'en faudrait 70 pour demain. 70 pour demain, pas de souci, eh bien, écoute, on fera ça. Et en plus, tu vois, cette semaine, toi, elles ont encore changé au niveau du goût. Ouais. La courgette, elle est beaucoup plus à un goût d'amande et de sucre, de miel. Parce qu'il fait soleil. Bah, toi, c'est différent. Le calibre, c'est comme ça à peu près. Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est là, Gabi. Ça va être pas mal, hein. Ça va être belle. Pour moi, la fleur de courgette, c'est quelque chose qui représente le début de l'été, le soleil. On ne trouve pas de fleurs de courgette en plein hiver, quoi. Après, on trouve des courgettes en hiver. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Comme les tomates en hiver, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la saison et le produit, point barre. Voilà. Ouais, celle-ci, elle est bien. Ça, elle est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Ce qui est fantastique, c'est la possibilité de la farcir et d'utiliser la fleur et le fruit, en combinant une cuisson qui soit homogène pour le fruit et la fleur. En Italie, du côté de la famille italienne, on mangeait ça, donc soit frit, en beignet, ou soit mon grand-père et ma grand-mère les faisaient en chips, comme ça, avec du sel, un peu de parmesan dessus, au four. Et puis après, c'est délicieux, quoi. C'est le plus difficile, malgré tout. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais le plus difficile en cuisine, c'est de faire simple. Avec des produits comme ça, plus on est simple, on est sûr de ne pas se planter. Je vais en prendre, prendre celle-ci. Oui, vas-y, coupe-en quelques-unes, celles qui te font plaisir. Ah, elles sont belles ces courgettes, elles sont bien vertes, bien de trucs, et faciles à ramasser en plus. Parce que c'est un aboutissement de notre travail en fait. Un chef qui se dépasse dans un champ, il y a un peu de respect là-dessus. On va dire ça fait plaisir. Pour moi, c'est le plus beau des compliments. C'est gratifiant, quoi. Ben, carrément, qu'on sait pourquoi on fait ça avec amour et passion, quoi, le côté de partage. Et ça, s'il n'y a pas ça, ben, autant changer de boulot. Parce que ce qui est important, c'est la culture de la terre, c'est les produits. Dans le Tarn-et-Garonne, c'est quand même le verger de la France. Dans le Tarn-et-Garonne, on trouve de la truffe, on trouve du safran, il y a des super vins, il y a de l'agneau, on a à la limite du quercy, il y a le veau. Ça donne envie de rester. Direction la ferme de Molière pour chercher un produit rare, l'œuf de Caussade. Bon ben Fred, c'est celui de ce matin? Voilà. Tout blanc, plus ou moins 50 grammes, 48 grammes, 47 grammes. C'est des pontes qui ne sont pas standardisées, régularisées comme les poules standards. Hein. Ça fait partie du jeu aussi. C'est imparfait, mais c'est exceptionnel. Voilà. Donc c'est très bien, c'est ce qui me plaît. Proportion de jaune et de blanc équivalent dans l'œuf. Et on le sent, une crème pâtissière avec ça, ça n'a rien à voir avec les autres œufs. Ça, c'est... Je demande à n'importe quel pâtissier de prouver le contraire. Ces œufs si particuliers sont issus de la poule noire de Caussade. Frédéric Goguet a réintroduit cette espèce qui a failli disparaître. C'est vrai qu'elles sont belles. Hein.
C'est une poule rustique qui supporte aussi bien la chaleur comme aujourd'hui que le froid l'hiver, puisqu'il y en a qui dorment dehors. En hiver aussi, sans problème. Oui. Elle est issue de la région. Il y a un standard de la race qui a été reconnu en 1911. Donc elle est vraiment née sur Caussade. Après, bon, on en trouve un peu dans des petits élevages de particuliers, mais ça reste des petites quantités. Moi, j'ai toujours été passionné par l'élevage depuis l'enfance, donc c'est vrai que de participer à la sauvegarde d'une race, ça motive. La passion de Frédéric, dans ce qu'il fait, c'est pareil que lorsqu'on cuisine, on est passionné par ce qu'on fait, ça se retrouve dans l'assiette. Les produits de Frédéric, c'est la même chose, que ce soit la poule ou l'œuf. La poule noire de Caussade, pour moi, est un produit d'exception, pas assez connu. La chair de la viande est exceptionnellement bonne. Personnellement, je le dis, les yeux dans les yeux, le cœur sur la main, elle n'a rien à envier à la volaille de Bresse. En plus de ça, elle a un œuf qui est différent, donc c'est exceptionnel. Ça, c'est le patrimoine qui est défendu, qui est sauvegardé. À nous, professionnels ou passionnés de cuisine, d'en faire bon usage. Le village fortifié de Puy-la-Roque est un véritable coup de cœur pour Thierry Psonka. Si ce chef cuisinier a posé ses valises ici, c'est pour redonner vie au restaurant sur la place du Petit Bourg. Après avoir vécu de nombreuses années en Amérique latine, sur Buenos Aires, grosse mégapole, j'avais vraiment besoin de retrouver et de retourner surtout à l'essentiel, la tranquillité. Je suis quelqu'un d'hyperactif, débordant d'énergie, et en me retrouvant ici, je redescends de 3-4 vitesses. Voilà ce que vont avoir les clients ce soir dans leur assiette. Vous avez des fuchsias, vous avez des maritimus, vous avez des bourraches, des œillets d'Inde, des œillets triples, des dahlias, des variétés de géranium. Chaque variété de géranium, pour moi, c'est super sympa parce qu'elles ont toutes une couleur différente. Et en plus de ça, elles ont un goût différent. J'accommode mes plats, pas pour seulement le côté décoratif, mais que ça puisse donner un peu la signature à certains de mes assiettes. En cuisine, Thierry élabore son menu en fonction des saisons, uniquement avec les produits locaux. Alors c'est les fleurs de courgettes que j'ai reçues ce matin, que je suis en train de farcir avec une mousse de volaille, que j'ai agrémentée de cèpes séchés. Je vais juste les inciser au niveau du fruit, comme ça. J'ai bien beurré le plat à cuisson. Je vais assaisonner. Et au four. À 185 degrés, à peu près 8 minutes, 8-10 minutes. Ça, tu me remoulines là. 3. Petite sauce champignon, elle est parfaite. 10 minutes plus tard, les petits farcis sont cuits. Place au dressage. J'ai préparé une moussine de patates douces, tout simplement, que je vais mettre dans le fond de mon assiette. Des petits pois que j'ai fait revenir avec du céleri, de l'oignon et un peu d'ail. Allez, je vais mettre la menthe, quelques lamelles de jambon. Je vais disposer la fleur de courgette juste ici. Je vais reprendre le beurre de cuisson des courgettes et je vais le mettre sur l'œuf poché. Voilà l'œuf de poule noire de Caussade, où il y a autant de blanc que de jaune. Donc pour vous montrer l'importance, je vais juste tailler. Vous voyez, c'est très très costaud, quoi. Vous voyez, il est très gras. Et c'est très très soyeux, très gourmand. Ah ouais, carrément. Ici, pas de carte, mais un menu unique et différent chaque jour pour créer la surprise en salle.
c'est comme monter sur les planches au théâtre. C'est 2 fois par jour, le midi et le soir, on se remet en question. Et on y va avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tripes. Et puis après, ça, c'est dans l'assiette. Au total, 6 plats pour sublimer les produits du terroir. Excellent. Oui. Ce mélange-là, ouais. Moi, ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est l'éveil des papilles, parce que c'est une cuisine sensuelle. Et on a vraiment, vraiment beaucoup aimé ce restaurant. Pour moi, c'est un petit coin de paradis qui est tout petit. Mais je pense que le paradis n'est pas très grand, parce que j'y suis. Nous quittons Puylaroc dans le Tarn-et-Garonne pour rejoindre le Tarn et sa montagne noire. Ce massif s'étend sur près de 300 km². Au milieu de la forêt, les plaines abritent les brebis lacones. Une race locale dont le lait sert à la production du célèbre Roquefort. Une fois par an, l'ensemble du troupeau est rassemblé à la bergerie pour la tonte de printemps. C'est un jour important pour Nicolas Depinois. Le jeune tisserand souhaite utiliser cette laine de grande qualité pour une nouvelle création. Et ce matin, il vient donc contrôler sa matière première. Bonjour. 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 Ça va, monsieur Lescure? Vous allez bien? On est au boulot. Il faut bien le faire chaque année. Eh ouais. Combien vous en faites là, du coup, ce matin? Aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, 300 et quelques. 300. Et là, on regarde la laine qui vient juste d'être tondue à l'instant pour voir un peu les fibres et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et valoriser surtout cette laine de pays, quoi. Si on peut la travailler, quoi. Et comment on va la travailler. On voit bien la fibre qui s'étire en fait. Bon, comme ça, elle est encore un peu sale, il va falloir la laver là. Hein. Ah ben, de toute façon, là, on peut rien y faire là. Ça perd 50% de son poids au lavage. Nicolas est l'un des derniers artisans à se procurer de la laine auprès des éleveurs de la région. De la blanche, mais aussi de la noire. Quand on vend, ils nous payent bien moins cher la noire que la blanche. Et la blanche, on peut l'atteindre de n'importe quelle couleur. La noire, après, ils ne peuvent pas l'atteindre, déjà. Dans les couvents, ils avaient des brebis noires pour faire les robes de bure. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de teindre ni rien, donc c'était direct. Mais bon, nous, on aime bien avoir 10% de noir dans le troupeau, pour la commodité, pour les compter. Si on voit qu'il n'y a que 10 noirs dans le troupeau sur 300, on se dit il y a un problème. Et c'est passionnant parce que quand on voit là, monsieur Lescure, et la laine, la matière première, et s'imaginer après qu'on arrive à faire un produit fini avec, c'est extraordinaire, quoi. Actuellement, se lancer dans un tissage et continuer la fabrication de tissus avec la concurrence qui existe, tout ça, c'est très compliqué. Mais moi, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est ce challenge. Sur la route de Mazamet, avant de rejoindre la filature, Nicolas tient à nous faire découvrir un ouvrage métallique singulier. Une passerelle himalayenne qui traverse les gorges de l'Arnette et qui offre un point de vue surprenant. Là, on est vraiment au cœur de la montagne noire, au pied de la montagne noire. Voilà. Vous avez vu la vue qu'on a sur la vallée, c'est extraordinaire, quoi.
Alors on l'appelle la montagne noire parce que en fait, il y a énormément de châtaigniers. En fait, le châtaignier, comme vous savez, c'est une feuille qui est très foncée. Voilà. Et si on le voit très bien, en fait, la végétation est toujours très foncée, très austère. C'est pour ça que les anciens l'appelaient la montagne noire. Ça fait bizarre, quand vous vous mettez comme ça, quand on regarde le bas, 60 mètres, ça fait haut. Et il y a toujours une petite brise et ça bouge quand même légèrement. Voilà. Mais après, on s'y habitue très vite. On a l'eau qui est juste en dessous. Une très bonne qualité d'eau, voilà. Durant des siècles, cette rivière riche en acide favorise le délainage qui permet de séparer la peau de la laine. Au XIXe siècle, cette fibre de grande qualité va donner naissance à une industrie textile prospère dans la région. La ville de Mazamet devient alors la capitale du tissage jusqu'à la fin des années 60. Quand on voit vraiment notre belle région, c'est vrai que c'est très important pour moi avec l'histoire qu'on a dans notre région, dans tout le sud de Mazamet, de perpétuer notre savoir-faire et de continuer ce savoir-faire. C'est très important pour moi de travailler que sur du local. Ça n'aurait aucun sens pour moi de travailler ailleurs. Voilà. Ici, on a tout ce qu'il faut. On peut tout faire, on peut travailler. Voilà. J'ai la matière première, on a le savoir-faire. Donc il n'y a plus qu'à travailler, il n'y a plus qu'à avoir des bonnes idées, à innover. Pour sa nouvelle création, Nicolas a rendez-vous à la filature du parc à Brassac. Il vient récupérer un fil de laine innovant qu'il souhaite associer à la laine des brebis de la région. Bonjour Nicolas. Ça va? C'était le coloris saphir? C'est le saphir, ouais. Ah, superbe. Ben voilà. Des bobines d'1 kilo pour le tissage. Le tissage. Voilà. C'est destiné à quoi, Nicolas? Ça, on va faire des plaids avec des plaids en laine, ouais. On a beaucoup de demandes après pour du recyclé. Et, voilà. C'est pour ça que je vous ai essayé. C'est super. C'est un fil réalisé à base de pulls en fin de vie. C'était des textiles, on appelle ça des textiles post-consumer, voilà, qui sont collectés, qui sont triés par nuances de couleurs, par composition. On va les défibrer, c'est-à-dire qu'on va transformer ces tricots en fibres, et c'est à partir de cette fibre qu'on va refaire du fil recyclé. On le revalorise en fait, voilà. Au lieu que ce soit incinéré ou enfoui comme ça se faisait par le passé, aujourd'hui nous on recycle ces articles. Donc c'était des pulls, des bonnets ou des écharpes, voilà. Ça c'est super pour nous parce que transformer comme ça et récupérer de la matière première comme des pulls et le transformer, arriver à un fil d'une qualité comme ça, c'est remarquable. Et en plus, on a moins de 5 km, donc moi je veux travailler que comme ça, quoi. Je ne me vois pas acheter du fil ailleurs, alors qu'Eric et la filature est juste ici, quoi. Enfin, c'est aucun sens. Voilà. Non, de valoriser des produits comme ça, c'est une fierté, quoi. Et d'arriver à créer après, de partir bon, on a vu les moutons, de bobines de fil, et on va voir après le plaid, mais c'est super enrichissant, quoi. À l'usine de tissage, Nicolas rejoint Xavier Pistre, le responsable de la fabrication. Ensemble, ils vont élaborer un nouveau plaid, un mélange original entre laine vierge et laine recyclée. Qu'est-ce que tu en penses du coup du fil? Oui, moi ça me plaît beaucoup. Ça a l'air bien, hein? Ça rend bien. C'est de la laine, ça. Ok. C'est toujours magique de voir le dessin qui se fait comme ça, au fur et à mesure. Là, on voit vraiment la couleur. C'est un bleu, un petit peu de jean, quoi. Ouais, il est sympa, ouais. Le principe est le même depuis l'invention du métier à tisser. On entrecroise des fils qui sont écrus, ce sont des fils de chêne, avec des fils de trame qui sont ici bleus, mais qui peuvent être de n'importe quelle couleur. Et à chaque introduction, ensuite, on inverse le mouvement ici pour entrecroiser et pour obtenir ce dessin. Voilà. C'est vraiment le rendu, c'est ce que je voulais, ouais. Là, ça rend vraiment bien. Une fois le tissage terminé, Nicolas peut enfin découvrir sa nouvelle création. C'est bien la texture, hein. Ouais. Bien, hein. Voilà. Ça sent le mouton. Hein.
Non, on sent vraiment la laine. Voilà. Mais au bout de quelques lavages, ça disparaît. Ah oui, déjà voilà, quand on le lave après... Là, bon, on sait que c'est pas du synthétique. Hein. Exactement, ouais. Au nez. C'est très agréable. Et après, on a les articles aussi en 100% pure laine que nous faisons. Pas de colorant, il n'y a aucun traitement chimique, il n'y a rien. Laine brute, comme on dit. De la tonte. Exactement. Voilà. En fait, chaque couleur, là, il y a 3 couleurs différentes, correspond en fait à une race de mouton. Puisqu'il n'y a pas de teinture, la couleur qu'on voit là, c'est la couleur du mouton. Voilà, tout simplement. La passion de Nicolas pour le textile lui vient de son beau-père, Jean-Claude Borde, imprimeur sur tissu. Il lui a transmis ce savoir-faire dès son plus jeune âge. Leur usine abrite un trésor, une collection unique en France de plus de 500 gravures sur bois ou sur métal qu'ils chinent partout dans le monde. Encore aujourd'hui, Jean-Claude les utilise de manière traditionnelle pour réaliser du linge de maison. La technique est simple, parce que c'est la première technique qui a été créée pour imprimer du tissu. Je pense que nous devons être une dizaine encore qui savent imprimer comme ça. On ne travaille qu'avec des planches du 19e, donc avec des dessins existants. Vous voyez par exemple ça, c'est une planche que j'aime beaucoup. Napoléon III, et vous avez des motifs très variés, c'est vraiment une très belle planche. Ouais, ça c'est vraiment super d'avoir une collection comme ça. Et ça c'est vraiment notre savoir-faire. On est capable de fabriquer vraiment sur des produits comme les plaids avec de la laine recyclée, mais on sait aussi retravailler des toiles comme ça, comme à l'ancienne avec des vieilles planches à dessin. C'est pas comme produit, nous, on vend aussi une histoire. Voilà. On a une culture ici du textile, et donc c'est vraiment une fierté pour nous de continuer ce savoir-faire. Au cœur de la montagne noire, le massif du Cidobre. Un territoire sauvage et insolite que Magali Chambaud parcourt à cheval depuis son adolescence. Aujourd'hui, c'est avec Julie, sa fille, qu'elle prépare son expédition. Elle s'apprête à lui faire découvrir des sentiers inexplorés, plutôt difficiles d'accès. Est-ce que ça, tu l'as déjà fait? Ce petit sentier qui revient parallèle au GR et qui revient sous la ligne, ça te parle ça? Non. On ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais il y a un petit suspense, il peut y avoir de l'aventure et ça c'est précieux parce qu'à cheval, au final, on fait souvent les mêmes choses. Donc ça c'est de pouvoir varier comme ça, c'est sympa. C'est parti pour une longue traversée à travers les bois, à la recherche de nouveaux circuits équestres. Donc là, tu vois Julie, on va récupérer le GR36 un peu plus loin. Non, moi j'aime bien là ce passage, du coup un peu moins fréquenté que l'autre partie. Que l'autre, ouais. Et cette partie-là, du coup, ça, en fait, c'est un raccourci. Voilà, que je préfère. Donc là, tu prends à gauche vers les blocs de rochers. Tu vois ces gros rochers, là, on les a pas de l'autre côté. En fait, c'est plus joli par là. Alors là, on est au cœur du Cidobre, vraiment en plein cœur du Cidobre. D'ailleurs, on voit les rochers qui effleurent là. Tout ça, c'est des blocs de granit qui ont été sculptés par l'érosion et qui sont en surface. On va en trouver partout. Ce petit coin tout au sud du Massif central, le plateau du Cidobre, est un des massifs granitiques le plus grand d'Europe. 100 km², qui pourrait se comparer à un iceberg en fait. Le granit du Cidobre a la particularité d'être très solide. Il faut savoir que les Champs-Élysées ont été... les trottoirs des Champs-Élysées, le granit qui a été utilisé est issu du Cidobre. Tous les blocs qu'on voit à la surface ne sont pas exploitables. Le granit que l'on peut exploiter, il est forcément sous terre. Donc il faut creuser pour aller le chercher, l'extraire et l'utiliser. Tout ce qui est en surface, c'est du moment que ça a pris l'air, ça n'a pas du tout la même densité et la même solidité. Donc là, on va traverser
le mur de la mort. Attention, on serre les jambes. Ouh! C'est passé. Donc ici, on a une particularité dans le Sidombre, et ce sont les arbres qui arrivent à trouver une place sur les rochers. Ils s'installent directement sur ces blocs, et les racines descendent jusqu'à trouver le sol qui leur permette de nourrir l'arbre. Moi, j'appelle ça les arbres à fées, parce que là, on peut imaginer qu'elles habitent ces lieux enchantés. C'est trop beau. L'amour de Magali pour les chevaux est un héritage familial. Je suis née dans l'Aveyron, je suis originaire de l'Aveyron. Mes parents ont déménagé dans le Tarn et mon père était restaurateur. Et un jour, il a un peu pété les plombs, il en avait marre d'être enfermé en cuisine et il a décidé d'acheter 2 chevaux. J'avais 8 ans. Voilà, ma passion, elle est arrivée à ce moment-là, et puis ça ne m'a pas quittée. Et donc, la vie a fait que je me suis installée dans le Sidombre, à proximité du Sidombre, dans les monts de la Cône. Et ça, c'était en 1991, donc l'année prochaine, ça fera 30 ans que j'ai démarré mon activité de guide de tourisme équestre. Et je suis très heureuse de le partager avec ma fille. C'est un petit bonheur que de transmettre, en fait, de transmettre et ma passion et mes compétences, mon expérience. Il y a toujours des chemins à découvrir, il y a toujours des petits sentiers cachés, des petits passages qui ne sont pas forcément écrits sur une carte. C'est toujours une découverte, c'est toujours vu avec des yeux d'enfants qui découvrent la magie de la nature, la magie du Sidombre, des cailloux. À mi-parcours, des ruines apparaissent. C'est un petit hameau complètement enseveli par la végétation, donc ça a été abandonné à mon avis depuis quelques années, hein. C'est pas récent, mais c'est un témoignage de vie dans ce lieu, quoi, où maintenant c'est la forêt qui s'est installée, mais autrefois il y avait de la vie, il y avait des gens qui habitaient dans ces lieux. Quand on voit la forêt installée comme elle est, on a du mal à imaginer comment c'était avant. Il n'y avait pas la forêt, c'était cultivé, il y avait des moutons, et c'était un paysage assez bucolique, et puis c'était très pauvre, puisque ce sol granitique, en fait, avec l'érosion, il amène une espèce de sable, on appelle ça le sabel, un sable fin, et c'est pas du tout riche pour faire une agriculture rentable en tout cas. Et la plupart se sont orientés vers l'exploitation du granit, qui est devenu beaucoup plus lucrative et qui permettait aux gens de vivre, quoi. Après 5 heures de randonnée, Magali et Julie arrivent au pied de la plus surprenante structure du massif. Ici, on a le rocher de la Peyreclabane, un énorme bloc qui fait plus de 900 tonnes et qui repose sur un socle d'à peine 1 mètre carré. Et l'astuce, c'est lui, c'est le petit coin naturel, évidemment, qui vient tenir ce gros caillou et qui l'empêche de basculer. D'où, en occitan, le terme Peyreclabane, qui veut dire la pierre clouée. C'est l'emblème du Sidombre. Ça fera partie de la balade découverte de tout le circuit qu'on a fait aujourd'hui, et ça fait, c'est un peu le bouquet final de la découverte du Sidombre. C'est immense, quoi. Ça en met plein les yeux, c'est waouh. Plus au nord, à la frontière du Tarn et Garonne, le château de Bruniquel marque l'entrée des gorges de l'Aveyron. Un paysage spectaculaire, sculpté par l'eau. Ces hautes falaises calcaires s'étendent sur près de 15 km et encerclent Saint-Antonin-Nobleval. Fabien Schmidt vit ici depuis 12 ans
Et il aime prendre de la hauteur sur l'un des 3 promontoires rocheux qui surplombent la rivière Aveyron, un affluent du Tarn. C'est un point de vue qui est particulier parce qu'il est situé face au village, puisqu'on le domine, on est à 340 mètres à peu près au-dessus du village. Et on domine cette vallée et tout le panorama de forêt qui forme un écrin finalement, un écrin de verdure tout autour du village. C'est quand même exceptionnel. C'est un paysage qui correspond à ce que j'apprécie comme cadre de vie. Assez sauvages, qui ont une certaine beauté dans l'architecture. Et puis et survoler ça, c'est en profiter davantage depuis le ciel. C'est vraiment magnifique. Fabien est un parapentiste confirmé et s'élance souvent du haut de ces rochers. Ce matin, toutes les conditions sont réunies au Roc d'Eymiers pour un nouveau vol avec le ciel comme terrain de jeu. Et wouhou! Voilà, ça monte un peu. Hop. Allez, ça y est, on y est. Vol au-dessus du Deymiers. Juste au-dessus de Saint-Antonin. Toujours un plaisir d'arriver au-dessus du village avec toutes les maisons regroupées. Ah, qu'est-ce que c'est agréable! On a l'impression qu'on se baigne dans une piscine de ciel bleu. Aujourd'hui, il n'y a pas un nuage. Alors on voit bien le plateau du Causse, ce type de paysage tout plat qui mène jusqu'au Lot et plus loin encore, vers le nord. Voilà, et là, la superbe vue sur les falaises. Le début des gorges de l'Aveyron qui mène jusqu'à Montricou, à peut-être 25-30 km. Ça, c'est vraiment magique. Ces formations rocheuses peuvent atteindre plus de 300 mètres de hauteur, créant de véritables canyons pour le plus grand bonheur de Fabien. Voilà, on essaie de gratter un peu, c'est-à-dire être relativement près de la falaise, parce que c'est là où les filets d'air remontent, lèchent le relief. Super. On peut jouer un peu près de la falaise, mais quand même, il faut toujours rester vigilant et partir un peu en biais, les jambes en direction de la vallée, parce que sinon, on peut vite se retrouver contre le rocher. Voilà, on atterrit, la ligne droite pour terminer l'approche. Et le but, c'est d'aller finir dans le petit triangle de graminées. Voilà. Hop là. Ouh. En fin de journée, toujours au sommet des falaises, Fabien organise pour les familles du village un spectacle un peu particulier, toujours en lien avec le vent. Et voilà. Allez, on pose ça. La lumière est vraiment magnifique. Et là, voilà, on va commencer à rentrer un peu dans la nuit. Donc on va installer les cerfs-volants de nuit pour qu'on soit prêt vraiment quand la nuit arrive. La plupart des enfants n'ont jamais vu ça, donc c'est leur montrer que le cerf-volant c'est pas qu'à la plage, c'est pas forcément que le jour quand il y a du soleil qui fait super beau. La nuit il y a une féerie, vraiment autre chose qui se passe, une magie en fait, et voilà, on va préparer tout ça. Voilà.
des deux côtés. Il faut bien que le tissu soit tendu parce que sinon ça vole pas bien. Il a inventé une technique bien à lui pour parer ses cerfs-volants de lumière et surprendre son public. Attention. Voilà. Le cerf-volant que j'installe est équipé de LED et les LED en fait sont scratchés de ce côté. C'est quand même des cerfs-volants qui demandent un peu de technique puisque c'est plusieurs programmes de lumière. J'ai des cerfs-volants avec 15 programmes de lumière. Et on va décorer la nature. C'est comme si c'est un échange finalement entre le paysage et puis ce qu'on peut lui apporter, qui va en quelque sorte magnifier ce site. Dernier réglage avant le premier lancement. Ah, il est pas mal, il est assez grand. Ouais. Alors, on y va. Go, lâche. Il est magnifique. Du coup, quand je fais venir des enfants comme ça, je trouve que c'est génial pour eux. Parce que ils rêvent. Ils rêvent, ils ont l'impression de voler. C'est une sorte de vol par procuration en fait. Et alors ils volent pas pour de vrai, mais l'esprit est dans le ciel. Ça, je trouve ça super. Voilà, je suis comme un gosse, donc chaque fois que je les vois voler, je suis le premier spectateur à profiter de ça. Donc je m'émerveille en fait à chaque fois. Terminons notre voyage là où nous l'avons commencé, à Albi. La cité épiscopale célèbre jusqu'à l'été prochain le 10e anniversaire de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pour profiter une dernière fois de la beauté et de l'atmosphère de cette ville, je suis montée à 78 mètres de hauteur au sommet de la cathédrale Sainte-Cécile. Cette cathédrale fortifiée est unique au monde avec ses briques rouges et ses hauts murs médiévaux défensifs. Les tourelles et le chemin de ronde ajouté au 19e siècle lui donnent encore plus d'ampleur. Voilà, c'est la fin de cette émission avec Patrick Charles, Hélène Frandon, Jean-Luc Orabona et toutes les équipes techniques et éditoriales. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir.